Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cet amphithéâtre de la Cour des Chênes. Bienvenue à cette nouvelle soirée de ce cycle de conférences du Centre Porto consacré au thème bioéthique et nouvelles technologies, quelle humanité préparons-nous? Ce cycle est organisé avec le soutien de la ville de Mulhouse et en partenariat avec la librairie 47 degrés Nord. D'ailleurs, un stand de 47 degrés Nord vous propose une sélection d'ouvrages portant sur le thème qui va nous occuper ce soir, dont les ouvrages de notre conférencier. Sélection qui vous permettra, si vous le souhaitez, de prolonger les réflexions que nous allons engager ce soir. Chacun de nous peut faire le constat. Les nouvelles technologies investissent notre vie personnelle et celle de la société. Qu'il s'agisse des big data, des nanotechnologies, des techniques biomédicales, de l'intelligence artificielle, elles affectent de multiples aspects de notre vie personnelle et sociale, de l'aube de la vie jusqu'à son terme. Sans doute sont-elles riches de promesses, et la toute dernière opération Téléthon est venue nous le rappeler opportunément, mais elles ne sont pas sans risque et sans question pour l'humain. La naissance récente d'un bébé génétiquement modifié en Chine est venue interroger l'usage possible de ces nouvelles technologies. D'un côté, on se réjouit des progrès qu'elles vont permettre de réaliser sur le plan médical. D'un autre côté, beaucoup craignent qu'elles ne soient utilisées pour transformer la nature humaine. Autrement dit, s'il est question de vivre un peu plus longtemps en bonne santé, tout le monde est d'accord. En revanche, dès que l'on parle de faire de l'humain un être bien plus performant et éventuellement capable d'échapper à sa condition de mortel, les inquiétudes apparaissent. Les possibilités offertes par ces nouvelles technologies ont fait naître chez un certain nombre d'auteurs qui se définissent comme transhumanistes le rêve d'un homme amélioré, d'un homme augmenté, un cyborg, échappant à la condition mortelle et dont les capacités cognitives décuplées renverraient l'humanité que nous connaissons à la condition peu enviable de chimpanzés du futur. Pris dans le flot des innovations des technosciences, saisissons-nous bien toujours l'ampleur des révolutions qu'elles engendrent dans notre rapport au monde et à nous-mêmes. Le développement permanent de l'informatique et des biotechnologies, et surtout leur reprise par le transhumanisme, ne risque-t-il pas de déboucher sur une redéfinition de ce qu'est l'homme? Pour nous aider à y voir plus clair, nous avons invité ce soir le professeur Thierry Magnin. Docteur en sciences physiques, spécialisé en physique des matériaux, Thierry Magnin a travaillé pendant plus de 20 ans dans la recherche scientifique, notamment à l'école des mines de Saint-Étienne et à l'université de Lille. Il a été membre du comité scientifique du CNRS. Il est également membre de l'Académie des technologies, qui est une émanation de l'Académie des sciences. C'est donc en homme informé des questions scientifiques que Thierry Magnin nous entretiendra de ces nouvelles technologies et des défis qu'elles posent. Mais Thierry Magnin le fera aussi à un autre titre. Fait inhabituel pour un docteur en physique, il est également docteur en théologie et prêtre pour le diocèse de Saint-Étienne, dont il a été vicaire général. Sa réflexion théologique l'a conduit, à la suite d'une figure qui lui est chère, celle de Blaise Pascal, à montrer au cœur de son travail scientifique et intellectuel le lien existentiel entre la raison et la foi. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux technosciences, où il cherche à éclairer les enjeux éthiques qu'elles posent. Il a ainsi publié Les biotechnologies en question aux éditions Salvator en 2013 et surtout Penser l'humain au temps de l'homme augmenté, publié chez Albin Michel en 2017. Ce dernier ouvrage s'est vu décerner le prix Humanisme chrétien 2018 par l'Académie d'éducation et d'études sociales, qui a souligné dans cet ouvrage une pensée anthropologique informée, exigeante et soucieuse du plein accomplissement de l'être humain. Merci à vous, Thierry Magnin, d'avoir accepté dans un agenda que je sais bien chargé de nous aider à réfléchir à toutes les conséquences liées aux découvertes qui ont bouleversé dans les dernières décennies notre rapport au corps humain et à ses capacités, et de nous aider à poser des jalons pour une alternative aux défis que pose le transhumanisme. Nous allons maintenant vous entendre pendant une durée d'environ 50 minutes, après quoi bien, nous pourrons recueillir les questions de la salle et lancer le débat, comme il est d'usage dans ces soirées du Centre Porto.
bonsoir à toutes et à tous. Merci de cette belle présentation. Merci de me recevoir dans l'Alsace du Sud, où je retrouve, je suis de Saint-Étienne, alors je retrouve des gens, des Ligériens aussi parmi vous, et en particulier des frères maristes, là, donc je suis un pays de connaissance. Heureux aussi de me retrouver dans un centre jésuite et qui, avec des laïcs qui prennent la suite, je crois tellement à ces dons qui nous sont faits, notamment dans le sens du discernement, et avec des sujets comme ceux de ce soir, le discernement est en effet d'actualité. Alors, c'est un sujet extrêmement vaste, je vais essayer de vous dire quelques expériences aussi, je vais essayer d'être le plus simple possible, il n'y aura pas une seule équation, je vous promets. Et essayer justement de mettre à portée quelques éléments que nous travaillons et que nous travaillons avec des technoscientifiques. Alors, cette première diapositive, c'est vous dire comment on se situe pour travailler ces questions des technosciences. Les technosciences, on l'a dit, c'est les biotechnologies, on va y revenir, les biotechnologies, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, etc., les neurotechnologies. Voilà, nous avons monté une équipe de recherche qui travaille directement avec des chercheurs de grands organismes comme l'INRA, comme l'INSERM et un certain nombre d'industriels en France qui développent justement les technologies, les technosciences comme on dit, dont on va parler ce soir. Et dans des gros contrats avec l'Agence nationale de la recherche scientifique et des contrats européens, nous sommes, l'équipe que je dirige là, nous sommes plateforme éthique, comme on dit, à l'intérieur de ces contrats, l'objet étant de travailler les questions d'éthique posées par ces technosciences au fur et à mesure qu'elles se développent et que les technoscientifiques les développent, voyez, pour que l'éthique n'arrive pas comme la dernière roue de la charrette, une fois que tout est fait, bon bah, le cas c'est, voilà, et qu'elle soit prise dès le début, en dialogue avec ceux qui les élaborent, ces technosciences. Et c'est une expérience extrêmement enrichissante humainement parlant. Alors, ils sont venus nous chercher, mais au début, vous savez, ils sont venus nous chercher parce que, par exemple, il ne faut pas se faire d'illusions, s'ils voulaient un contrat européen, il fallait qu'il y ait un éthicien, comme on dit. Nous, on ne porte jamais ce nom-là, d'ailleurs, mais il fallait qu'il y ait un éthicien s'ils voulaient avoir le contrat. Mais un jour, un de ceux qui fait partie du consortium, qui a beaucoup évolué après, mais il me dit « Ah, monsieur Magnier, on est très heureux que vous soyez avec nous, parce que vous allez trouver les bons mots pour faire passer nos produits. » Vous voyez, ça commençait bien. L'exigence éthique était au rendez-vous, en effet. Bon. Après, on dit on trouvera les bons mots s'ils sont bons, quoi, mais on va essayer de trouver ensemble comment ils sont. Et puis ensuite, vous imaginez les technoscientifiques qui travaillent, là, ils voient arriver des gars comme moi. Alors, on a tous une double compétence, là, donc en sciences et en philo ou en théologie, non. Et ils voient arriver des gars comme moi pour faire de l'éthique. Et au début, ils nous mettaient la pancarte « éthicien égale censeur », qui vont nous empêcher de développer, qui sont anti-techno, voilà, etc. Bon. Après, vous dites, oh ben non, vous savez, moi je suis à l'Académie des technologies, donc je suis plutôt technophile. J'essaye d'être un technophile vigilant, mais technophile. Ah bon? Voilà. Un apprivoisement, c'est le cas de le dire, là aussi, petit à petit, extrêmement intéressant humainement parlant. Et je témoigne souvent de ça parce que au début, par exemple, on leur dit, si vous voulez, on va vous donner quelques éléments d'éthique pour que vous soyez vous aussi capable d'argumenter. Alors nous, on va travailler, mais que vous ayez les éléments clés de l'éthique qui n'est pas que des convictions personnelles, qui est aussi une éthique de responsabilité collective. Et puis du coup, si vous voulez, on vous forme au minimum en éthique pour que vous puissiez vous-même avec nous élaborer la problématique éthique et puis qu'on la travaille ensemble et puis évidemment qu'on vous propose des pistes. Donc au début, vous en avez 2, 3 courageux qui viennent se former en éthique. Puis maintenant, il y en a 30, 35, 40 dans le même labo. Et puis vous voyez ces ingénieurs ou ces chercheurs qui du coup amènent leur propre cas, des cas qui se posent tout seuls dans leur coin, et puis en fait c'est la première fois qu'ils ont l'occasion de déposer sur la table avec leurs collègues leurs propres questionnements,
Et voilà, c'est intéressant aussi, collectivement. Et l'éthique n'est pas là pour mettre un frein au développement, bête et méchant, au développement des sciences et des technologies, mais comment on peut intégrer à l'intérieur d'une performance technologique une performance éthique. Est-ce que c'est une utopie ou bien est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est ce qu'on essaye de travailler modestement, mais réellement. En se posant deux questions fondamentales, si vous voulez. Alors, c'est comment accueillir ces technosciences sans les diaboliser, et en même temps en discernant, quoi. Et voilà, tout n'est pas bon, non, tout n'est pas bon. Non. Voilà, en n'oubliant pas que là, on va faire surtout de l'éthique des technologies, mais le paradigme, il est techno-économique. Et que souvent, dans les états généraux de la bioéthique, vous en avez entendu parler, peut-être vous avez participé à l'un ou l'autre débat, on n'aborde pratiquement jamais la question économique, alors qu'elle est le nerf de la guerre, comme on le sait. Donc le paradigme, il est techno-économique, c'est d'ailleurs ce mot-là que le pape François reprend dans Laudato Si, dont on parlera un moment. Mais aussi, ça c'est donc l'éthique, mais aussi derrière, c'est comment on peut penser l'humain au temps des neurosciences, de l'intelligence artificielle, des biotechnologies, qui disent des choses sur l'homme. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des projets de copier le cerveau humain à Genève dans un gros projet qui s'appelle Human Brain Project, où par l'intelligence artificielle, on essaie de reproduire des fonctions du cerveau humain, et puis on pense qu'on pourra arriver à le copier, etc. Voilà, c'est quoi la pensée de l'homme? C'est quoi penser? C'est simuler sur ordinateur? Oui. Combien ça va toucher ce qu'on appelle l'anthropologie, c'est-à-dire le sens de l'homme? Et comment, pour des chrétiens comme nous, comme moi, comment exprimer les grands points de l'anthropologie aujourd'hui, humaine, à l'aune de ce qui se passe dans ces technosciences? Vous voyez, c'est un dialogue important. Sur fond d'une question énorme qui a été donc abordée dans la présentation, sur fond du passage de l'homme, alors c'est les termes, réparé par les technologies. Alors déjà, vous voyez ce terme, l'homme réparé. En général, ce qu'on répare, c'est quoi? Oui, c'est une machine. C'est pas pour rien que c'est ce terme. Alors, on voit tout de suite déjà. Bon. Alors, réparé à l'homme augmenté. Alors, on a toujours cherché à augmenter les capacités de l'homme. Donc, voilà. Mais comment, où, quand, avec quel objectif et quels fantasmes éventuels. Voilà. Et là, on va trouver des courants transhumanistes dont je vais vous parler. Mais attention, moi personnellement, alors je n'engage que moi en disant ça, il ne faut pas assimiler les recherches sur augmenter les capacités physiques et mentales de l'humain. On n'est pas forcément transhumaniste parce qu'on cherche à faire ça. Il faut être très nuancé, selon moi. Tous ceux qui cherchent à augmenter les capacités de l'homme, si on peut augmenter par exemple notre immunité par rapport à des maladies, vous êtes contre, vous? Alors, surtout si on ne détraque pas autre chose à côté, bien entendu. Donc, augmenter des capacités, pourquoi pas? Donc, c'est pas forcément du transhumanisme, ça. Mais vous allez voir, avec le transhumanisme, il y a des buts et des objectifs, alors pour le coup, que là, on ne peut pas trop admettre, pas du tout. Alors le mot est lâché, transhumanisme. Il y a transhumain. Trans, c'est au-delà, à travers, au-delà. Puis il y en a qui parlent de post-humain. Bon, alors voilà. Si vous allez voir le dictionnaire, qui vous dit ça de manière soft, un mouvement culturel et intellectuel international qui a beaucoup commencé dans la Silicon Valley, en Californie, prônant l'usage des sciences et des technologies afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Bon, améliorer la condition humaine en passant de l'homme réparé à l'homme augmenté. Pourquoi faudrait-il attendre d'avoir des maladies pour utiliser ces technologies? Si on est en pleine forme, pourquoi ne pas les utiliser pour avoir un coefficient intellectuel bien plus élevé, une vision bien plus élevée? S'il y en a qui veulent entendre les ultrasons, pourquoi pas? Je ne sais pas comment on dort après, par contre, mais bon, c'est grâce à ces technologies-là, sur lesquelles je vais revenir,
Et regardez, alors ça c'est, voilà, là dans le transhumanisme, vous allez avoir des débuts de visées qui là sont tout à fait autre chose que de vouloir simplement augmenter les capacités. Il s'agit d'échapper à nos déterminismes biologiques, c'est ça le but. Nous sommes trop déterminés par notre biologie. Alors des fois, en effet, on se dit oh là là, bon, hein, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire de vouloir sortir de nos déterminismes biologiques? La nature nous a produit trop imparfaits. On veut, nous, alors vous allez retrouver ça, bien entendu. Comme on perfectionne une machine, eh bien on veut perfectionner l'humain. Alors là, perfection. Et qu'est-ce que c'est la perfection? Voilà. Des êtres qui, en termes de caractéristiques telles que l'intelligence, la mémoire, alors ça, des fois, hein, quand on prend de l'âge, on se dit, oh là là, si ma mémoire était augmentée, ce serait pas mal. La rapidité, l'endurance, la longévité. Alors voilà, on va vous proposer, alors comme on l'a dit tout à l'heure, on va vous proposer de vieillir en bonne santé le plus longtemps possible. Alors ça, je pense qu'on est tous pour, non? Voilà. Mais il y en a qui vont aller bien plus loin, proposer même de l'immortalité. Voilà. Bon. Vous avez un très bon philosophe qui a étudié ça dès 2010, là, qui s'appelle Jean-Michel Beignet, hein, qui est sur un livre qui s'appelle Demain les post-humains. Vous voyez, le futur a-t-il encore besoin de nous? Et là, vous allez trouver des gens qui pensent que oui, l'homo sapiens, ce n'est qu'une étape et qu'on va aller dans une nouvelle espèce. Bon. Alors, c'est quoi? Alors, pour ceux qui ne sont pas très friands de technologie, je vais essayer de vous l'expliquer très simplement. C'est quoi ces technologies? Ce sont ce qu'on appelle les NBIC, et puis c'est intelligence artificielle, ensuite les big data. Bon. NBIC, N comme nanotechnologie. Aujourd'hui, c'est formidable, hein, ça, il y a des ingénieurs dans la salle. Là. On est capable de travailler la matière à l'échelle du milliardième de mètre. Vous me suivez? Vous prenez un mètre, vous le divisez en 1 milliard de parties. Ne dites pas que vous voyez ce que ça fait, même avec un gros microscope. Hein. On est capable de travailler à cette échelle-là. Ah, vive la science et la technologie. Hein. Bon. Et justement, une dizaine de nanomètres, une dizaine de milliardièmes de mètres, c'est l'échelle de nos gènes. Alors là, on va passer à la biotechnologie. Vous savez qu'on a tous des gènes. Et puis, l'ensemble de nos gènes, c'est le génome. C'est un peu un moteur intérieur. Vous savez bien qu'on nous repère maintenant, si on est un grand voleur, on a laissé nos traces d'ADN, et en lisant notre ADN, on nous retrouve. Ça va, ça? Enfin, il n'y a pas de voleur à Mulhouse. Hein. Mais on est capable de faire ça, et ce sont nos gènes et notre ADN, les brins d'ADN, hein, qui nous sont spécifiques. Même deux vrais jumeaux n'ont pas le même ADN, hein, même s'ils ont pourtant les mêmes parents, ils sont des vrais jumeaux. Et on nous retrouve donc. Et ça, c'est justement l'échelle d'une dizaine de nanomètres. Donc avec les nanotechnologies, on va pouvoir travailler à l'échelle des gènes. Et ça va faire des nanobiotechnologies. Parce que les biotechnologies, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Il me semble qu'en Alsace, on aime bien la bière. Hein. Non? Bon. Elle coule à flot, ben c'est des biotechnologies ça déjà, hein, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Mais les nanobiotechnologies, ça c'est... Voilà. On peut fabriquer des gènes artificiels, on peut aller remplacer un gène par un autre, etc. On est capable de faire ça aujourd'hui, y compris sur l'embryon humain. Bon. Alors on le fait beaucoup sur des bactéries et des levures. Bon, ça c'est pas la même chose, hein, ça ne pose pas les mêmes questions éthiques que sur un embryon humain. Hein. Et on est capable aujourd'hui d'enlever le génome, c'est un peu le moteur intérieur qui fait marcher les cellules, si vous voulez. On est capable d'enlever le génome naturel d'une bactérie, de le remplacer par un génome artificiel, soit le même, copié, soit en changeant les fonctions pour utiliser le vivant comme une usine. C'est comme ça qu'on utilise des bactéries, on leur change leur génome, on leur met un génome artificiel et on leur fait produire ce qu'on appelle des molécules d'intérêt. Par exemple, vous faites manger des tas de choses, vous faites manger de la biomasse à des bactéries, elles vous produisent des biocarburants. C'est intéressant, à 0 carbone dans la nature.
C'est drôlement intéressant. C'est ce qu'ils font à Toulouse. Hein. Donc attention, il y a des intérêts très forts. Hein. Alors, évidemment, transformer le vivant en usine, bon, si c'est une bactérie, et des bactéries, vous en avez beaucoup. On fait ça pour la médecine aussi. C'est comme ça aujourd'hui qu'on produit l'artémisinine. L'artémisinine, c'est le médicament pour lutter contre le paludisme. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de paludisme à Mulhouse, hein, mais dans plein de pays du monde, c'est une des causes de mortalité très très forte. Et jusqu'à présent, il faut utiliser des fleurs qui poussent à Madagascar, notamment. Hein. Alors, les pauvres malgaches, il y a une concurrence terrible, hein, parce qu'aujourd'hui, des bactéries, alors là, vous en avez partout, tout le temps, il y en a des tonnes et des tonnes, si je puis dire, et qui vous produisent déjà de l'artémisinine, bien moins cher, parce qu'en grande quantité, et du coup, on pense qu'on va pouvoir, avec cette production-là, résoudre d'énormes questions de paludisme. Tant mieux, non? Par contre, il faut aller installer ces bactéries là-bas à Madagascar, hein, parce que sinon, les pauvres malgaches, qui sont déjà... Bon, voilà. Nano, bio. Pourquoi c'est possible, ça? C'est parce qu'il y a un I. Information. Alors, c'est pas l'information de la télé, là. C'est de l'information qui va se mettre sous forme de code. La matière se met sous forme d'information qu'on peut mettre sous forme de programme informatique. La matière, c'est de l'information. Et l'information, on peut la coder. Alors, vous connaissez le code génétique, par exemple. Hein. Eh bien, on peut coder la matière. Autrement dit, on peut représenter par un programme informatique un élément de matière. C'est comme ça qu'on peut copier, qu'on peut changer, qu'on peut transformer, et ensuite on va commander avec les nanotechnologies pour faire. La matière, c'est de l'information. Et l'information, ça se calcule, si je puis dire. Et là, comme les puissances de calcul des ordinateurs sont de plus en plus élevées, il y a une forme de toute puissance. Alors, il y a la loi de Moore, pour ceux qui aiment, bon, bah, qui nous dit que voilà, la puissance de calcul, elle augmente sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors là, il va apparaître un potentiel formidable, parce que plus vous allez arriver à calculer, plus vous allez être précis dans ce que vous allez faire, plus vous allez faire des choses performantes technologiquement parlant. I comme information. Et cognitif, c'est le C, c'est les neurotechnologies. C'est aujourd'hui, on vous met des implants, par exemple, alors qui peuvent être des choses assez formidables, hein. Vous voyez des gens parfois qui sont atteints de maladies de Parkinson. On arrive par certains implants, hein, par certains neurotechnologies, on arrive à arrêter les tremblements parkinsoniens en faisant des sondages profonds. Hein. Et c'est très invalidant. Hein. Donc c'est une grande chance. Quoi. C'est une grande chance. Voilà. Et en même temps, on s'aperçoit que au bout d'un certain temps, ça modifie le caractère. Parce que quand on vient toucher au cerveau, voilà. Alors, si on a un mauvais caractère, c'est tant mieux, mais bon, bien. Voilà. Donc là-dedans, on peut se poser. Vous voyez, ça, c'est les NBIC. Ça va? Donc, évidemment, on voit le vivant comme une usine. On me dirait, si c'est une bactérie, c'est pas grave. À part que, vous voyez, derrière une usine, une machine, une machinerie, comme certaines machines, on regarde le vivant comme une machine. Et attention là, il y a un impact progressivement. Le vivant est-il qu'une machine? Et une machine que je vais asservir quand même, hein, bien entendu. Et puis je vais faire ça sur des bactéries, puis après je vais faire ça sur des animaux. Puis maintenant, comme on est capable de séquencer le génome humain, ben on fait ça sur le génome humain, sur la machinerie humaine. Bon, faire produire, hein, usine, machine. Voilà. Et évidemment, vous voyez que le vivant, il est surtout regardé sur ses fonctionnalités, sur les fonctionnalités de la machine qu'il faut perfectionner, augmenter et toujours mieux. Hein. Est-ce que le vivant est fait que de fonctionnalités? Alors, quand nos fonctionnalités ne marchent pas bien, c'est sûr que voilà, ça nous fait quelque chose. Hein. Mais est-ce qu'on est que des fonctionnalités? Alors, les fameux bébés qui sont nés, ces deux jumelles, hein, les bébés CRISPR, on les appelle. Hein. Ça, c'est une technologie, vous avez entendu ça, les Chinois ont annoncé, hein,
parce que là-dedans, il y a aussi beaucoup d'effets d'annonce pour faire de la pub, pour avoir des sous, pour avoir des gros contrats. Il y a une guerre économique énorme, hein, notamment entre la Chine et les États-Unis, hein, qui sont les deux grands dans ces technologies-là. Mais on a en effet modifié avec une technique qu'on appelle CRISPR-Cas9, ça c'est pas très joli, hein, il y a plus poétique, les ciseaux à ADN. On est capable aujourd'hui, en effet, d'aller enlever un gène dont on se dit, tiens, il est peut-être porteur, le téléthon là, porteur d'une maladie génétique, monogénique, il faut que ce soit, bien sûr, et le remplacer par un gène artificiel sain. Mais pourquoi pas, hein, parce que si on peut lutter comme ça contre des maladies génétiques, ça peut être intéressant. Ça, évidemment, il faut le faire sur un embryon, avec toutes les questions que ça a de faire un travail sur des embryons. Et vous savez que des embryons, aujourd'hui, on fait des embryons surnuméraires, et voilà, toutes les questions. Ensuite, les autres, on les congèle dans l'azote liquide. En France, il y a environ 200 000 embryons humains dans l'azote liquide. C'est quand même un problème. Hein. Bon. Voilà. Et en même temps, vous êtes capable de faire ces choses-là. Et comme on a séquencé le génome humain, ben voilà, j'avais mis déjà des dates 2015-2017, mais il faudrait que je rajoute sur ma main. Là, récemment, hein, vous avez entendu qu'un chercheur chinois, alors ça fait un tollé général parce que ces technologies-là sont en effet très prometteuses d'une certaine manière. Elles sont déjà utilisées sur les végétaux, ça porte à moins de conséquences. Mais en plus, elles ne sont pas encore au point, complètement. C'est-à-dire, vous vous doutez bien, enlever un gène, c'est 10 nanomètres. Hein. Donc le ciseau, même si les ciseaux ils sont très fins, évidemment, là, et il fait des effets hors cible. Donc il va modifier d'autres choses. Il ne fait pas que de modifier le gène qui est censé être mauvais. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chinois? Ils ont renforcé l'immunité contre le sida des deux jumelles qui sont nées. Voilà. Mais sans doute que ça a fait d'autres choses dans le génome. Vous vous rendez compte? Et là, une fois que c'est parti, dans l'embryon humain, c'est parti pour toutes les générations. Vous modifiez comme ça le génome humain, un peu comme un apprenti sorcier, un peu beaucoup même. Hein. Voilà. Donc, alors par contre, attention, ces technologies-là peuvent être extrêmement intéressantes. Donc là, c'est très dangereux ce qu'a fait le Chinois. D'ailleurs, il y a eu un tollé, mais enfin, voilà, hein, comme toujours, quand on a des technologies, il y en a toujours un qui les utilise. Hein. Quand on a fait la bombe atomique, elle a été envoyée. Hein. Donc, voilà, c'est une énorme question. Alors par contre, ces technologies-là, elles peuvent être utilisées sur des cellules adultes, des cellules somatiques, comme on dit. Et par exemple, au centre anticancéreux à Lyon, avec lequel nous travaillons, parfois il y a certains cancers, la chimio n'arrive pas à les vaincre, et on va proposer aux patients, on va lui dire, est-ce que vous acceptez qu'on utilise cette technique, parce qu'on n'en a plus d'une certaine manière. Donc là, c'est pas la même chose, hein. On va modifier en effet les cellules de son foie, s'il a un cancer du foie, ou de son intestin. Les cellules adultes, il n'y aura aucun effet sur la descendance, puisque c'est des cellules somatiques, hein, des cellules adultes, et ça, si ça se trouve, c'est une dernière chance, et si ça se trouve, ça peut marcher. Vous voyez, là, il faut qu'il y ait un consentement éclairé, bien sûr, du malade, hein, mais c'est pas la même chose, et là, elles peuvent être extrêmement utiles. Hein. Ça va ? Vous voyez, les questions d'éthique, c'est pas la technologie en tant que telle, dont il faut dire, oh là là, ces technologies sont dangereuses. Non, les technologies, il faut les perfectionner, ça c'est sûr, parce que tant que elles ne sont pas au point, il ne faut pas les utiliser. Hein. Mais ensuite, elles peuvent être très utiles, mais sur un embryon humain. Et puis alors, vous voyez, les gens vont se dire, oh mais super ça, pas la peine d'attendre qu'il y ait une maladie génétique ou qu'il y ait un problème de sida. On va designer, comme on dit en bon français, pas comment vous traduisez ça en alsacien, on va designer nos futurs bébés, si je peux employer cette expression. Hein. Un QI, ceci... les cheveux roux, les yeux bleus, et designer en fonction de quoi? En fonction de mes goûts. Alors jusqu'où on peut designer? Vous voyez, le passage de réparer à augmenter, faire des bébés sur mesure. Vous voyez derrière les mentalités que ça crée, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça vaut le coup de regarder, quoi. Et nous on va dire, ces enfants sont des dons de Dieu. Enfin, jusqu'à un certain point. Hein? Bon. C'est ces problématiques-là qu'on a. Hein. Alors, quand j'ai été auditionné par l'Assemblée nationale, ils m'ont dit, est-ce que vous croyez qu'il faut légiférer sur ces technologies-là? Alors,
légiférer, il faut d'abord étudier avant de légiférer, parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire légiférer si on ne voit pas les tenants et aboutissants? Moi, je leur ai dit, écoutez, pour guérir certains cancers quand il n'y a pas d'autres, il ne faut pas l'empêcher. Utiliser sur l'embryon humain, c'est de la folie aujourd'hui, bien entendu, et peut-être que demain aussi, mais il faut l'étudier. Autre technoscience importante, l'intelligence artificielle, les robots, les machines apprenantes. Alors, vous avez peut-être vu des films de science-fiction là-dessus, non? Est-ce qu'il y en a qui ont vu Ex Machina, par exemple? Non? Bon, je vous conseille, parce que les films de science-fiction, ils sont intéressants, surtout quand ils sont bien faits, celui-là est bien fait, parce qu'ils grossissent des traits, mais qui sont en train, en fait, de sortir. Ex Machina, c'est l'histoire d'un jeune programmeur qui sort tout frais et moulu de l'école, et un programmeur informatique qui va gagner un concours pour aller faire une expérience extraordinaire dans un laboratoire complètement confiné, situé en dehors de tout lieu habité, dans un paysage magnifique. Et il va aller donc programmer des robots super intelligents. Qu'est-ce que ça veut dire des robots intelligents? Ça veut dire des robots qui sont capables d'apprendre des expériences qu'ils vivent, de les emmagasiner et petit à petit de savoir résoudre des problèmes que leur programmation initiale ne permettait pas de résoudre. C'est déjà utilisé dans certains aspects des hôpitaux, en particulier. Il y a des robots qui aident des personnes âgées à monter dans leur lit sans se casser la margoulette, comme on dit dans mon pays, et de se casser surtout le col du fémur. C'est quand même pas mal. Des robots qui commencent à parler et à répondre. Et en plus, il y en a qui sont programmés pour être bienveillants, vous vous rendez compte? C'est quand même plutôt sympa que de se faire engueuler. Bon. Donc, et là, donc, des machines apprenantes, c'est-à-dire qui vont progressivement apprendre. Alors, vous avez sans doute entendu dans les nouvelles il y a quelques années, le champion du monde de jeu de Go a été battu par une machine. Qu'est-ce qu'elle a fait, la machine? Au début, elle a perdu contre le champion du monde de jeu de Go. Puis, elle a mémorisé les combinaisons qui permettaient au champion du monde de jeu de Go de gagner. Et comme elle calcule plus vite que le champion du monde de Go, plus elle en emmagasine, plus elle est forte, et au bout d'un moment, elle arrive à gagner le champion du monde. Alors, ça nous impressionne, mais on est loin de l'intelligence humaine, parce que la même machine, si vous lui demandez de jouer aux dames, elle ne sait pas faire. Alors, on me dirait, elle pourra peut-être apprendre. Alors, vous voyez, ces machines apprenantes, pour l'instant, sont des machines qui calculent plus vite, qui calculent tout plus vite, qui mémorisent mieux que nous, voilà. Mais qui, vous voyez, s'adaptent. Et qu'est-ce que c'est Alors on dit, mais une machine, c'est pas intelligent. Oui, en effet, c'est pas intelligent comme un humain. Mais si l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à une situation nouvelle, eh ben, elles ont une certaine forme de capacité de s'adapter à une situation nouvelle. Et alors, dans le film Ex Machina, le jeune programmeur va programmer comme ça, et il se trouve des robots, et il se trouve que ces robots vont tester ce qu'on appelle le test de Turing. Bon, si vous avez des questions, j'y reviendrai, mais je ne veux pas vous embrouiller tout. Et ces robots apparaissent, c'est un film, sous la forme de magnifiques jeunes femmes. Mais enfin, quand vous enlevez la surface, c'est une machine. Et le jeune programmeur, tout jeune, bien entendu, vous voyez venir, eh bien oui, en effet, au début, il sait très bien que c'est une machine, qu'il est en train de la programmer. Puis petit à petit, cette machine devient tellement intelligente, entre guillemets, qu'elle est capable, et en plus magnifique, qu'elle est capable de discerner, comme c'est le cas aujourd'hui, le moindre petit battement de sourcil, la moindre petite émotion amoureuse du jeune qui commence à tomber amoureux de sa programmation. C'est un film. Et du coup, quand on est amoureux, voilà, on a les yeux qui, voilà, on a bon, etc. Elle le détecte, elle le mémorise, et elle va simuler, en réponse à cet amour, elle va simuler, parce qu'une machine, ça simule. Elle va tellement bien simuler que ce qui devait arriver arrive. Le jeune homme tombe amoureux de sa propre programmation, et du coup, la machine intelligente, qui a été programmée en plus par un fabricant qui est un peu tordu, qui s'appelle Dieu, Dieu,
et qui dit qu'il est un Dieu, et qui se prend en effet pour Dieu, et qui a programmé la machine à son image, à part que comme il est tordu, la machine aussi, elle est tordue, puisque, vous voyez, c'est tout symbole, toute référence à des symboles bibliques n'est absolument pas fortuite, bon, ou à d'autres mythes d'ailleurs. Bon. Et finalement, la machine va s'affranchir de ce jeune, va utiliser la naïveté de ce jeune amoureux pour s'en affranchir, va se libérer, et ça va mal se terminer pour les humains. Et la machine va sortir, va se libérer de ce carcan qu'est le laboratoire, va sortir dans un paysage absolument magnifique. Et vous et moi, si vous êtes dans ce paysage, la moindre des choses, c'est que vous êtes saisis, mais la machine ne l'a jamais vu, puisque c'était tout clos. Donc elle éprouve rien. Rien. Puis après, elle va s'adapter. Vous voyez la différence entre simuler une émotion et éprouver une émotion. Mais il y en a qui pensent que bientôt l'intelligence artificielle sera capable de faire éprouver des émotions. Alors vous voyez là ici, la jeune femme a l'air plutôt heureuse qu'on lui serve. Mais est-ce que c'est une jeune femme ou un robot, hein? Et il y en a qui pensent que, et ça c'est dans les courants transhumanistes, voilà, l'homo sapiens n'est qu'une étape, et nous allons en effet, le mot a été prononcé, vers le cyborg. Qu'est-ce que c'est le cyborg? C'est la fusion homme-machine. La fusion homme-machine. Alors, ils ne sont pas nombreux quand même, hein, ceux qui pensent qu'on va vers le cyborg aujourd'hui, mais il y a une espèce de tendance. Et ce qui est important dans le transhumanisme, voyez, il ne faut pas critiquer les gens, hein, là. Attention, en éthique, on ne porte pas de jugement sur les personnes, on porte des jugements sur des situations. Ça va, ça? C'est les tribunaux qui jugent les personnes. Mais nous, on n'a pas à juger des personnes. Par contre, des situations, alors là, oui, hein, c'est notre devoir de citoyen. D'accord? Et d'ailleurs, la plupart des gens qui sont dans ces courants-là, je vous le dis, ce n'est pas des monstres. Ils ont des qualités. Mais parfois, c'est une espèce de mentalité qui s'imprime progressivement. Et Jacques Ellul disait ça remarquablement bien, le philosophe, le système technicien. La technique engendre par elle-même des mentalités. Regardez, ce soir, je n'ai pas encore entendu un seul portable, mais ça, c'est parce qu'on est à Mulhouse, hein, parce qu'à la messe, le dimanche, j'en entends plein. Avant la consécration, d'ailleurs. Bon. Et regardez comment le portable a changé nos mentalités. On a l'impression que quand on reçoit un mail, il faut répondre tout de suite, non? Peu importe d'ailleurs l'importance du truc, mais il faut répondre tout de suite. Et si celui qui nous l'a envoyé, on ne lui répond pas dans les 20 minutes, il dit, tiens, il m'en veut, l'immédiateté. Vous voyez? Alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est un changement de mentalité. Vous voyez, c'est ça qu'il faut aussi, auquel il faut être très sensible. Bon. Nouvelle espèce humaine, l'homo sapiens dépassé. Bon. Est-ce vraiment un humain? Un transhumain? Est-ce qu'on y gagne? Ben ça vaut le coup de regarder. Évidemment, on est ici dans une mentalité où tout est calculé. Et il y a peut-être des profs parmi vous, mais il paraît que les élèves ne seraient pas contents. Mais je donnerai comme thème de philo au baccalauréat, que pensez-vous de la phrase suivante? Penser, c'est calculer. Ça, c'est pour le débat, si jamais vous n'avez pas la tête qui explose trop. Hein? Voilà. Donc, en effet, penser, c'est calculer. Est-ce que tout est réductible au calcul? Et vous voyez, si penser, c'est calculer, plus on va faire des progrès dans les calculs, et on en fait des vertigineux, plus on va être capable de penser aussi bien que l'humain, voire mieux. Et il y en a qui pensent qu'on peut même faire des interfaces cerveau-machine, c'est-à-dire décharger notre cerveau sur des machines qui géreront bien mieux que nous tout ce qu'on a dans la tête, mais évidemment qui nous piloteront aussi. Il y en a qui pensent ça. Alors les interfaces cerveau-machine, ça peut être génial. Hein. Stephen Hawking, vous vous souvenez là, il communiquait par un battement de sourcils qui traduisait en langue et il communiquait comme ça, et jusqu'à la fin de sa vie, il a été donc là, c'était très utile. Après, décharger son cerveau sur un ordinateur qui va gérer pour nous notre vie, non? Les frères, qu'est-ce que vous en dites? Non. Et puis, voilà, simuler n'est pas éprouver. Et c'est ça qui est très intéressant. Les neurosciences aujourd'hui nous montrent que non seulement, bien sûr, la raison c'est important, mais raison et émotion sont liées. Moi quand j'étais petit, on me disait, si tu veux être un être raisonnable,
il faut mettre de côté tes émotions. Il faut les maîtriser. On ne vous disait pas ça, vous? Et aujourd'hui, on nous dit que c'est une belle bêtise. Alors, je ne dis pas qu'il faut se laisser emporter par ses émotions, hein, sinon ça fait comme le programmeur de science-fiction, là. Mais les émotions, oui. Et d'ailleurs, on parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence émotionnelle. Il n'y a pas que l'intelligence logico-mathématique. Il y a différentes formes d'intelligence. Et c'est souvent l'émotion, quand elle est un petit peu relue, et d'ailleurs les Ignatiens savent bien ça, hein, avec l'émotion intérieure, voilà. Quand elle est relue, et c'est les émotions qui donnent du poids à nos choix. Après, on rend compte par la raison de nos choix. Mais ceux qui sont en couple ici parmi vous, est-ce que vous pouvez me donner les raisons pour lesquelles vous avez choisi? Oui, vous me trouverez bien des raisons, parce que votre femme c'est la plus belle du monde. Oui, bien sûr. Donc vous en trouverez quelques-unes. Mais est-ce que c'est par raison que vous vous êtes mariés ou bien... je ne veux pas m'immiscer à la vie de couple. Alors, il y a plein de questions pour aujourd'hui. Réfléchir en particulier sur le pouvoir que nous avons sur notre identité génétique. Et quand on touche à l'identité génétique, ce n'est pas que du matériel. Réparer, augmenter. On va bientôt exiger des modifications génétiques pour prévenir des maladies. Et ceux qui ne le font pas alors? Et ceux qui naissent avec des maladies? On va leur dire, vous auriez pu naître autrement. Et puis vous n'aurez pas droit à la sécurité sociale parce que vous auriez pu éviter. Vous voyez un peu les trucs? Bon. Il y a une convention que la France a signée, qui s'appelle la Convention d'Oviedo, qui dit que le patrimoine génétique est patrimoine de l'humanité. On n'a pas le droit de modifier le patrimoine des générations futures. C'est mal barré en Chine déjà. Hein, bon. Et pas que en Chine. Et puis donc toutes ces questions d'intelligence artificielle et d'intelligence humaine. Et évidemment, derrière, la question c'est jusqu'où influencer le comportement biologique cérébral de l'homme? Si c'est pour guérir une maladie, si c'est pour elle. C'est ce que des philosophes comme Habermas et Lévinas appellent le pouvoir d'être soi-même. Si ça nous change le caractère, est-ce qu'on a toujours le pouvoir d'être nous-mêmes? Qu'une maladie nous change le caractère, ça on l'a subi. Mais qu'une technologie qu'on va utiliser pour augmenter nos capacités nous modifie le pouvoir d'être nous-mêmes, il faut réfléchir quand même. Hein. Bon. Jusqu'où devenir les designers de notre évolution? Bon, ça c'est les transhumanistes. Et puis quels impacts sociétaux, vous voyez, ça a sur l'homme? L'homme-machine, quoi. Ça, de plus en plus, c'est ça. Le corps en pièces détachées. En médecine, aujourd'hui, c'est très fort, ça. Ça, c'est l'homme-machine. Si on est une machine, on change les pièces, quoi. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on ne peut plus changer les pièces? On met la machine à la casse. Et puis, quelle anthropologie, bien sûr, pour utiliser ça? La question éthique, c'est tous les possibles sont-ils souhaitables? Et aujourd'hui, bien sûr, les technosciences nous donnent plein de possibilités. Et tant mieux, tant mieux. Mais tous les possibles sont-ils souhaitables? Ça, c'est la grande question de l'éthique. Et puis, il y en a qui disent tout ce qui apparaît utile, vous avez beaucoup d'éthiques utilitaristes. C'est utile. Alors, utile à qui et pourquoi? Il faut préciser. Hein. C'est utile, donc c'est bon. Tout ce qui est utile n'est pas forcément bon, il faut réfléchir, quoi. Et le problème, vous le voyez bien, c'est un problème d'éducation aussi, hein, mais de tous les âges, hein, et en particulier des professionnels, mais aussi à l'école et aussi en université. Il y a un tel décalage entre les compétences techno-scientifiques qu'on acquiert de plus en plus, et tant mieux, et puis la réflexion éthique qui est réservée au domaine de ceux qui veulent bien éventuellement s'intéresser une fois qu'on aura fait tout le reste. Voilà, nous, on prône que l'éthique soit de l'intérieur du développement et de l'apprentissage des technologies. Des courants transhumanistes. Alors, il faut que j'accélère un peu. Des courants transhumanistes. Alors, je vous donne deux extrêmes. Un qui est très répandu en Europe s'appelle Humanity Plus, notamment Nick Bostrom, qui a écrit un livre qui s'appelle Super Intelligence, justement. La super intelligence par les ordinateurs. Eux, ils disent que c'est une nécessité morale, c'est non-assistance à personne en danger si on n'utilise pas les technosciences aujourd'hui. Et évidemment, il faut le faire éthiquement. Bon. Et puis le pire, alors ça c'est l'université de la singularité, Ray Kurzweil, embauché par Google,
Google qui est évidemment le royaume des big data, Google, hein, évidemment, et d'ailleurs nous-mêmes nous entretenons tous les jours quand nous allons sur Internet les big data de Google, qui nous suit à la trace, hein, et d'autres aussi. C'est l'université de la singularité. C'est quoi cette singularité? C'est quand notre futur échappera à notre passé, quand nous échapperons à nos déterminismes biologiques grâce aux technosciences. Notre futur échappera à notre passé. Ça, c'est l'idéal. Et Ray Kurzweil annonce ça pour 2050, 2045 même. Certains d'entre nous y seront encore. Bon. Vous voyez, c'est échapper à nos déterminismes biologiques. Et j'ai souvent entendu dans les milieux transhumanistes, on est fatigué de nos limites. On est fatigué de nos limites. Alors parfois nos limites nous fatiguent, hein, ça c'est vrai. Hein. En particulier quand on casse tout, ou quand on range mal, ou quand on s'engueule un peu soi-même. Enfin, un homme fatigué de ses limites, qui n'accepte plus d'avoir des limites. Et alors du coup, la dernière limite qu'on n'accepte plus, c'est la mort. Et là, on vous promet, à l'Université de la Singularité, l'immortalité. On ne vous dit d'ailleurs pas pourquoi faire. Et les petits jeunes qui attendent des emplois derrière, ils pourront toujours attendre et seront plus longtemps petits jeunes. Hein, bon, voilà. L'immortalité. Et souvent, parce qu'on discute avec des transhumanistes, hein, il faut discuter, hein, bien entendu. Hein, Atlanta, dans un congrès, je me souviens, il y en avait un. En plus, je vous donne en mille, comment il s'appelait? Church. Hein, Church. Et il me cause, il dit, et il savait très bien que j'étais physicien et théologien, il me dit, mon père, on va, il dit en anglais, hein, on va sauver le génome, on va sauver l'humain avec ces technosciences. Hein. On va sauver. Alors je le regarde comme ça, je dis, sauver, ça fait beaucoup, hein, quand même. Bon, on n'a pas trop compris. Bon, voilà. Et il me disait, oui, l'immortalité. Il me disait, d'ailleurs, vous, les chrétiens, vous êtes pour l'immortalité. Et je dis, oui, mais pas tout à fait dans les mêmes conditions. Hein. Pas en niant la mort, justement. Ah, c'est pas qu'un petit détail. Et on a toujours posé notre condition mortelle pour regarder qu'est-ce que l'homme. Même si c'est un fantasme, imaginez qu'on n'a plus du tout de limite. Regardez. Enfin, je ne sais pas comment vous étiez, moi, à 20 ans, j'avais l'impression que j'avais pas de limite. Bon, ben, on se casse vite le nez sur un mur. Hein. Imaginez qu'on n'a pas de limite. Comment vous vivez en société, déjà? Vous voyez? Et ça façonne les mentalités. Et est-ce qu'on peut être malheureux? Est-ce qu'on est malheureux parce qu'on a des limites? Et justement, il y a tellement de gens qui ont pourtant de grandes limites physiques et qui nous montrent des choses fantastiques. Ben, je ne sais pas, on va tous les envoyer à l'Arche de Jean Vanier, ces gens-là, pour qu'ils voient comment... Voilà, c'est pas que les limites, quoi. Vous avez vu ce témoignage aussi d'un gars qui s'appelle Vujosic. Non, il n'a pas... C'est un jeune... Enfin, maintenant, il a peut-être pris un peu plus... Il doit avoir maintenant 30 ans. Il a ni bras ni jambes, le gars. On le pose sur une table, c'est le cas de le dire, et il cause à des étudiants, et il dit qu'il n'avait pas le moral pendant longtemps, et qu'il a trouvé un sens à sa vie. Il n'a ni bras ni jambes. Et il a 30 ans. Alors, attends, qu'est-ce que c'est? Je dis pas qu'il faut qu'on ait ni bras ni jambes pour être heureux, hein, mais... Vous vous souvenez de Pistorius, ce grand champion sud-africain qui n'avait pas de jambes, à qui on a mis des jambes artificielles, ça lui a permis de gagner des courses, et socialement ça a été magnifique pour lui, d'une certaine manière. Mais vous avez bien vu que ça n'avait pas suffi, parce qu'il a quand même tué sa compagne, quoi, ce qui est quand même pas le mieux. Nos limites, regardez un peu des textes. Nous mettons en question, alors des textes d'un dénommé Max More, il a changé son nom. Mort. Toujours mort. M-O-R-E. Nous mettons en question le caractère inévitable du vieillissement et de la mort. Nous cherchons à améliorer, bon, ok. Nous n'acceptons pas les aspects indésirables de notre condition humaine. Voilà. Vous voyez, c'est des mentalités. Hein. Alors qu'on lutte, qu'on vieillisse le plus, en bonne santé le plus longtemps possible, ça, oui, bien sûr, c'est autre chose. Nous défendons l'utilisation de la science et de la technologie pour éradiquer les contraintes pesant sur la durée de vie, l'intelligence, la vitalité personnelle et la liberté. Bon, je vais passer. Alors, y a-t-il quelques bonnes réponses?
Déjà, y a-t-il des alternatives? Alors, pendant les 10 dernières minutes, je vais vous en donner quelques-unes, et puis ensuite, on pourra discuter. Notre pape François a pondu à travers Laudato Si un chef-d'œuvre. Je vous invite vraiment à aller le relire. On le lit souvent avec la crise écologique en toile de fond, et le lien entre écologie environnementale et écologie humaine dans un aller-retour, et en effet c'est le centre. Mais vous avez le chapitre 3 de Laudato Si qui porte justement sur les technosciences. C'est très intéressant. Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Il s'agit de redéfinir le progrès. Un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. D'ailleurs, vous avez remarqué, en ce moment, on ne parle plus tellement de progrès, on parle d'innovation. Beaucoup plus que de progrès. Parce que depuis Hiroshima, le progrès... Voilà. Donc le progrès, pour lui, ne se confond pas avec la croissance, un accroissement de puissance technologique, une accumulation de richesses matérielles, une augmentation du PIB, sans pour autant négliger ça. Il ne s'agit pas d'être irréaliste. Il dit ça aussi, la technoscience bien orientée peut produire des choses réellement précieuses pour améliorer la qualité de vie, donc il n'est pas technophobe, le pape. Mais nous ne pouvons pas ignorer que l'énergie nucléaire, la biotechnologie, l'informatique, la connaissance de notre propre ADN et d'autres capacités que nous avons acquises nous donnent un terrible pouvoir. Mieux, elles donnent à ceux qui en ont la connaissance, et surtout le pouvoir économique d'en faire usage, une emprise impressionnante sur l'ensemble de l'humanité, évidemment à plusieurs vitesses. On me dirait c'est déjà vrai, mais ça ne peut qu'accentuer. Jamais l'humanité n'a eu autant de pouvoir sur elle-même, et rien ne garantit qu'elle s'en servira toujours bien. C'est pas être pessimiste que de dire ça, c'est un peu réaliste, non? Parce qu'il y en a qui disent mais tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et on n'a pas parlé de bioterrorisme là. Bon. Et cette dernière phrase qui est une magnifique provocation à l'intelligence au sens fort du terme pour moi. Quand on ne reconnaît pas dans la réalité même la valeur d'un pauvre, d'un embryon humain, d'une personne vivant une situation de handicap, on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même. Tout est lié. Très fort. Alors, je vous dis quelques recherches plus personnelles que je développe dans le bouquin. C'est pour faire la pub? Non, mais pas que. Voilà qu'au même moment où... Je vais être un tout petit peu plus long, je vais m'excuser, un tout petit peu plus long. Voilà, vous n'êtes pas trop complètement cuit, ça va? Voilà qu'au même moment où les technoscientifiques, un peu par méthodologie, réduisent le vivant à une machine, la biologie c'est différent des biotechnologies, la biologie découvre de plus en plus la complexité du vivant, qui justement ne se réduit pas à une machine. Et c'est intéressant de mettre en évidence ces deux cheminements, deux démarches scientifiques qui viennent... vous voyez, pour l'instant, je n'utilise aucun argument ni théologique ni anthropologique. J'utilise juste un courant qui étudie quoi? Ce qu'on appelle l'épigénétique et la plasticité cérébrale. Alors, l'épigénétique, c'est quoi? Il y a 20 ans, on nous disait tout est génétique. Et comme je dis à mes étudiants, on n'a pas trouvé le gène de la paresse, donc pas d'excuses. Donc, vous voyez les profs comme ils sont. Tout n'est pas génétique. La génétique joue un rôle très important, bien entendu, sur le développement de nos cellules, ça c'est sûr. Mais il y a un effet de l'environnement. L'environnement des gènes, c'est les autres gènes dans le génome, c'est l'environnement biologique, et c'est aussi l'environnement psychique. Non seulement notre biologie influence notre vécu, mais en retour, notre vécu influence la biologie. Par exemple, l'épigénétique regarde l'expression des gènes dans un fœtus, par exemple, porté par une maman. Eh bien, il y a un effet de l'état de stress ou de repos, de l'état psychique de la maman, sur l'expression des gènes. Ça ne change pas la chimie des gènes, mais ça change leur expression. Et quand on change l'expression des gènes, on change le développement biologique des cellules.
Il y en a comme ça plein d'exemples, où la biologie influence le vécu, et en retour, le vécu influence la biologie. Ça fait longtemps que les psys parlent de psychosomatique, non? Et là, la nouveauté, c'est que les biologistes voient ça sur leur propre terrain. Autrement dit, ce n'est pas qu'une affaire de fonctionnalité. Les fonctionnalités sont influencées par l'environnement, y compris par le vécu que ces fonctionnalités permettent. Vous voyez, l'affaire de la complexité est beaucoup plus grande. Donc si je veux renforcer, ce n'est pas simplement qu'un renforcement des fonctionnalités, c'est un renforcement des conditions de vie globale, y compris de mon comportement. Pareil pour la plasticité cérébrale. Quand j'étais petit, on pensait qu'à partir de l'âge de 20 ans, c'était foutu pour les neurones. Hein. On ne pouvait qu'en perdre. Alors de fait, on en perd quelques-uns, vous avez remarqué. Bon. Mais en fait, il y a 100 milliards de neurones sous la caboche interconnectés. Donc il y a des milliards d'interconnexions. C'est faramineux, les synapses. Et là aussi, la plasticité cérébrale, c'est quoi? C'est que tout ça bouge sans arrêt. Et on discutait avec l'un d'entre vous tout à l'heure, hein, on peut avoir malheureusement parfois des accidents cérébraux qui nous font perdre telle ou telle motricité. Eh bien, dans certains cas, on est capable aujourd'hui de rééduquer un autre circuit neuronal qui n'était pas fait pour ça initialement et qui va, par apprentissage, c'est le grand mot ça, remodeler notre cerveau et on va pouvoir récupérer au moins partiellement un certain nombre de fonctions. L'apprentissage, c'est quoi l'apprentissage? Quand on apprend, il faut de la volonté, c'est du psychisme. Il faut de la confiance, c'est du psychisme. Il faut de la persévérance, c'est du psychisme. Et alors, bouquet des bouquets, on a fait des manips sur des grands méditants. On a regardé ce qui se passait pour des moines. On a mis d'ailleurs des bénédictins d'un côté, des bouddhistes de l'autre. Et on a regardé ce qui se passait grâce à l'imagerie cérébrale, ce qui se passe dans leur cerveau. Alors il faut que ce soit des grands méditants, il ne faut pas méditer 5 minutes par jour. Là, c'est des méditants qui ont 30 000 heures de vol, si je puis dire. Bon. Et en effet, la méditation modifie le cerveau, visiblement de manière très positive, puisque ça commence à être utilisé pour lutter contre certaines maladies, notamment en déstressant tout ça. Bon. Et on regarde ce qui se passe, et d'ailleurs on est capable de voir quand est-ce qu'ils entrent dans une méditation profonde, mais on voit aussi quand est-ce qu'ils ont des distractions, et à mon avis, demain, on va leur dire lesquelles. Bon, bien. Alors, vous voyez, donc tout ça bouge. Influence du psychisme, influence du spirituel, avec la méditation, par exemple. Autrement dit, qu'est-ce que l'homme ? Tel que, pour l'instant, en tout cas les signes qui nous sont donnés par la biologie, c'est que l'homme est bien plus complexe qu'une simple machine. Son vécu joue sur la machine, que ce vécu soit psychique, qu'il soit spirituel. Ah mais ça c'est étonnant de dire ça. Et vous voyez, ça c'est pour moi le meilleur argument pour dire le cyborg invulnérable, mais c'est pas le mec plus ultra, pas du tout. Et du coup, vous voyez, qu'est-ce que le vivant ? C'est un mélange entre robustesse et vulnérabilité. C'est quoi la vulnérabilité ? C'est la capacité de se laisser modifier par l'environnement. C'est ça qui fait qu'on évolue. L'apprentissage, c'est ça, non ? Et les neuroscientifiques vont dire aujourd'hui, l'homme est certes programmé, génétiquement parlant, programmé pour apprendre. Ça vous plaît pas, ça ? Je leur dis à mes étudiants, ils me disent, oh, programmé pour apprendre, à tout âge d'ailleurs, à tout âge. C'est pour ça qu'une des manières de lutter contre le vieillissement, c'est les interactions sociales et l'apprentissage, parce que ça remodèle aussi le cerveau et que ça a des actions bénéfiques sur l'ensemble de notre corps. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je veux prendre soin du vivant, bien sûr qu'il faut qu'il soit suffisamment robuste, parce que s'il n'est pas suffisamment robuste, il se décompose et il meurt. Mais il faut aussi qu'il soit vulnérable et pas que robuste. Le cyborg invulnérable, d'ailleurs vous avez vu dans les films de science-fiction, il y a toujours un grain de sable qui vient se mettre dans le cyborg invulnérable, et du coup ça fout en l'air le bazar. C'est ça le grain de sable, c'est la vulnérabilité. Et là, en l'occurrence, c'est ça qui permet d'évoluer. Alors vous voyez, on a un vivant qui en fait est robuste et vulnérable. Et c'est un vrai signe, pour moi, là je vais un petit peu plus vite, il faut faire des transitions, mais c'est un vrai signe
qui nous est montré pour retrouver des grands traits de l'anthropologie classique, corps, âme, esprit, qui vient de très loin. Alors comme je viens de Lyon, je vous ramène Saint-Irénée de Lyon, 2e siècle. Quand je montre ça à mes biologistes qui voient l'influence du psychisme et du spirituel sur le biologique, et que je leur montre, vous savez ce qu'il disait Saint-Irénée de Lyon, inspiré par Paul aux Thessaloniciens, eh bien il disait, la chair modelée à elle seule n'est pas l'homme parfait, elle n'est que le corps de l'homme, donc une partie de l'homme. L'âme à elle seule n'est pas davantage l'homme. Alors qu'est-ce qu'il met dans l'âme? Il met l'intelligence, les sentiments, les affects, le psychisme. Elle n'est que l'âme de l'homme. L'esprit non plus n'est pas l'homme, on lui donne le nom d'esprit. C'est le mélange et l'union de toutes ces choses qui constituent l'homme parfait. Ici, parfait, ça veut dire complet. Corps, âme, esprit, et que nous trouve aujourd'hui la biologie, psychisme, spirituel. Vous voyez, les signes, ce n'est pas des preuves, c'est des signes. Prendre soin de l'humain, faire de l'éthique des technosciences qui veulent prendre soin de l'humain, c'est prendre soin de cette alliance entre robustesse et vulnérabilité. C'est prendre soin de l'humain, corps, âme, esprit, et non pas simplement de la machinerie. Vous pourrez avoir la machinerie la plus perfectionnée possible, s'il n'y a pas d'harmonie, corps, âme, esprit, dans leurs écosystèmes, on rajouterait aujourd'hui, si je peux rajouter quelque chose à Saint-Irénée, eh bien ça ne marche pas. Autrement dit, on retrouve une des grandes points de l'éthique chrétienne ici. Le vivant vulnérable, pierre d'angle de l'éthique. Alors, généralement, on pense au vulnérable au sens de celui qui est fragilisé par une maladie ou un handicap. Oui, bien sûr. Mais un vivant en pleine forme, pour qu'il soit en pleine forme, il faut qu'il soit vulnérable. Donc, le vivant vulnérable, pierre d'angle de l'éthique, plus que jamais c'est vrai. Plus que jamais c'est vrai. Et plus que jamais c'est important. Et je termine cet exposé par un témoignage que j'ai entendu, qui n'est pas de moi, qui m'a profondément marqué, qui est d'un professeur au Collège de France, parce que là on parle de l'individu, mais il y a aussi le collectif et le social, bien sûr. Il raconte, il étudiait des ancêtres à l'Homo sapiens, je ne sais plus, l'Homo habilis, je crois, et ils avaient retrouvé des fossiles de tribus. Et aujourd'hui, on est capable de travailler sur des fossiles de tribus, d'Homo machin, il date de loin. Et il y avait une tribu où le pourcentage de personnes porteuses d'un handicap était pratiquement 50%. Alors que les autres tribus de la même espèce, c'était 2-3%. Et quelle n'a pas été leur surprise, parce qu'on est capable de mesurer la durée de vie sur les fossiles qu'on retrouve. La durée de vie de la tribu, la durée de vie moyenne des membres de la tribu où il y avait 50% de personnes handicapées était nettement plus élevée que la durée de vie dans les tribus à côté où pourtant il y avait très peu de personnes handicapées. Ils ont émis l'hypothèse que du coup toute la tribu s'était socialement organisée pour prendre soin des plus vulnérables et que tout le monde avait eu une durée de vie, pas l'immortalité, mais une durée de vie augmentée. Quel magnifique signe du sens de la performance. Oui, performance technologique avec des exosquelettes pour des gens qui sont paralysés. Oui, performance pour guérir des maladies, pour augmenter nos capacités. Oui, mais avec l'homme vulnérable, pierre d'angle de cette éthique. Et là, ça nous donne des perspectives magnifiques, me semble-t-il. Merci.